Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République a reçu les lettres et de créances de 6 nouveaux ambassadeurs. Et enfin, dans l'actualité internationale, une lueur d'espoir dans une situation désespérée où l'aide est arrivée à Gaza. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en milieu de matinée, au Palais de la République, les lettres de créances de 6 nouveaux ambassadeurs accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. En premier lieu, il s'agissait de M. Khalid Fahdi Mahmoud Al-Azli, ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte auprès de la République de Djibouti. Le nouvel ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte, Khalid Fahdi Mahmoud Al-Azli, qui, dans son fait devant le chef de l'État, a souligné sa motivation à contribuer au renforcement des liens privilégiés et historiques entre les deux pays et les deux peuples. Mes collègues et moi-même de l'ambassade d'Égypte à Djibouti n'auront de cesse de donner forme aux orientations stratégiques de coopération définies au plus haut sommet pour les deux pays, notamment lors des visites présidentielles mutuellement. En ce sens, a déclaré M. Azli, qui a relayé également la satisfaction pleine et entière du président égyptien, M. Abdel Fattah al-Sisi, qu'un renforcement continu caractérisant ces dernières années des liens d'échange, de solidarité et de collaboration entre la République de Djibouti et la République d'Arabe d'Égypte. Dans son allocution, le diplomate a tenu à illustrer la nature dense et fructueuse de la coopération unissant les deux pays à travers un inventaire général de projets stratégiques en cours d'aboutissement entre Djibouti et l'Égypte. Puis, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu M. Abdelmonen Mohamed Younis, ambassadeur de l'État de la Libye auprès de la République de Djibouti. Lors de la remise de ses lettres de créance, le nouvel ambassadeur de l'État de la Libye auprès de la République de Djibouti, M. Abdelmonen Mohamed Younis, a fait une déclaration similaire. Il a dans cette intervention fait lui aussi état de la détermination du président du Conseil présidentiel de l'État de la Libye, M. Mohamed Al-Manfi, à œuvrer à l'accroissement et au renforcement des liens d'échange, de solidarité et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, distingués par une coopération bilatérale, constructive, des consultations politiques, diverses questions, des sujets d'intérêt commun. C'est dans cette déclaration félicitée du nouvel ambassadeur de la Libye à Djibouti qui caractérise sa volonté à travailler avec les responsables du gouvernement de Djibouti sous la supervision du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour insuffler une nouvelle dynamique au processus de relations fraternelles entre les deux pays et nos deux peuples, a déclaré le diplomate libyen. وأهداف الشعبين الشقيقين، كما أنني يتطلع تحت دعمكما ومساندتكما إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الروابط الشعبية وتعطير سبل التعاون الثنائي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وإلى مستقبل زاهر لهذه العلاقات والروابط ولهذا التعاون في ظل حرص فخامتكم وتوجيهاتكم. تقبلوا فائق التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puis, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de M. Miguel César Domingos Bembe, ambassadeur de la République d'Angola auprès de la République de Djibouti.
ainsi que les lettres de créance de M. Hadji Nouké Kaba, ambassadeur de la République de Guinée auprès de la République de Djibouti, et les lettres de créance de Mme Kira Smith, ambassadrice du Royaume de Danemark auprès de la République de Djibouti, et enfin de Mme Sinikla Antila, ambassadrice de la République de Finlande auprès de la République de Djibouti. Bien que tous ces diplomates sont des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti, c'est les ambassadeurs de la République d'Arabe d'Égypte et l'État de la Libye ont le statut d'ambassadeur résident. Chacun de ces diplomates a mis à profit la cérémonie de remise de ces lettres de créance de la République pour se réjouir de la qualité des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le nôtre et fit état de sa République. Ainsi, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ses diplomates et les a assurés du soutien plein et entier du gouvernement et du peuple de Djibouti pour leur apporter tout l'appui nécessaire à l'accomplissement de leur noble mission. To present to Your Excellency the letters of credence accrediting me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Finland to Your Excellency, as well as the letters of recall of my predecessor. Comme je vous le rappelais, bien que tous ces diplomates sont des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de leur pays respectif auprès de la République de Djibouti, seuls les ambassadeurs de la République d'Arabe d'Égypte et de l'État de Libye ont le statut d'ambassadeur résident. Eh bien, chacun de ces diplomates a mis à profit cette cérémonie de remise de ces lettres de créance au président de la République pour se réjouir de sa qualité et des relations d'amitié et de coopération entre son pays et les nôtres. Eh bien, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des armées, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent auprès de l'Union africaine, ainsi que celle rappelant mon prédécesseur. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue à Djibouti à chacun de ses diplomates et les a assurés du soutien plein et entier du gouvernement et du peuple de Djibouti pour leur apporter tout l'appui nécessaire à l'accomplissement de leur noble mission. Je m'appelle Miguel César Domingos Jibembe, ambassadeur de la République d'Angola auprès de la République de Djibouti, résident à Addis Abeba. Donc, avec plaisir, je suis venu présenter les lettres de créance. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la délégation somalienne conduite par la ministre de la Femme et des Droits de l'Homme, Mme Khadija Mohamed Diriye, était accompagnée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Noura Osmadan, a été reçue aujourd'hui par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des Droits de l'Homme, M. Ali Hassan Bahdon. Mme Khadija Mohamed Diriye a commencé son en remerciant la République de Djibouti d'être toujours aux côtés de son pays. Les deux ministres ont discuté des droits de l'homme et les mutilations génitales féminines qui sont une violation des droits des jeunes filles et de la femme.
Le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Badon, a déclaré que la République de Djibouti a mis en place un arsenal juridique très sévère pour réprimer ces faits et que par ailleurs, les campagnes de sensibilisation sur ce thème n'ont pas cessé à ce jour. Mme Khadija Diri a quant à elle souhaité qu'il y ait une coopération entre les départements dans ce domaine afin de mutualiser les connaissances et expériences. Le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Badon, quant à lui, qu'à Djibouti a indiqué que la Commission nationale des droits de l'homme est une entité indépendante et conforme aux principes principes reconnus au niveau international et portant le statut des pouvoirs et le fonctionnement des institutions nationales des droits de l'homme. Rappelons que les hauts responsables du ministère de la Justice ont assisté à la rencontre avec la ministre de la Femme somalienne. Puis la délégation somalienne conduite par la ministre de la Femme et des droits de l'homme de la République fédérale de la Somalie, Mme Khadija Mohamed Diriye, s'est entretenue avec le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre. Une cérémonie de réception en l'honneur de la ministre de la Femme et des droits de l'homme, Mme Khadija Mohamed Diriye, a eu lieu au nouveau siège du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux ministres de renforcer les coopérations entre les deux pays et promouvoir les valeurs et les vertus de l'islam basées sur la modération, la tolérance ainsi que le respect des droits de l'homme. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, s'est dit réjoui de l'excellente relation fraternelle, amicale, djibouto-somalienne et a retiré son engagement à renforcer davantage la coopération entre les deux ministères pour promouvoir encore plus les questions relatives sur la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants. À l'issue de cette rencontre, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumin Hassan Barre, a présenté les différentes réalisations entreprises par son département, à savoir le Zaka, l'organisation du Hajj, l'Institut Al-Wasatiya et les biens immobiliers gérés par le Waqf et d'autres projets sous sa tutelle. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le Kempinski Palace Hotel, en collaboration avec la Direction générale de la protection civile, qui a organisé hier une cérémonie marquant la clôture d'une formation sur la prévention et la pratique des gestes de premier secours dispensés par les éléments de la protection civile au bénéfice des trentaines d'employés issus des différents services de l'hôtel. Rappelons que la cérémonie a été coprésidée par le directeur général du Kempinski Palace, le directeur général de la protection civile, le colonel Mohamed Dehaye, en présence des personnels formés, de leurs formateurs. Cette formation de premier secours, la troisième dans son genre, a pour objectif d'éviter le pire en cas d'une malaise ou de risque potentiel, que ce soit le personnel de l'hôtel ou ses clients avant l'arrivée des secours. À l'issue de cet événement, les personnels bénéficiaires de cette formation ont reçu des attestations de réussite à la main des officiels de la protection civile ou cadres de l'hôtel. Eh bien, le directeur général du Kempinski Palace Hotel s'est exprimé devant les invités et ses employés pour remercier le directeur général et les formateurs de la protection civile qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette aventure plus que nécessaire selon lui. De son côté, le directeur général de la protection civile, quant à lui, remercié le directeur général du Kempinski Palace qui a eu l'initiative de former ses personnels aux gestes de premier secours. Mahmoud, je tiens d'abord à vous remercier pour toute la collaboration et le partenariat, mais vraiment très sérieux, que nous faisons avec les pompiers de Djibouti, ici à l'hôtel. En l'espace de quelques années, en fait, on est parti de rien à maintenant une équipe complètement dédiée au secourisme, au feu, à l'évacuation, au premier, ce qu'on appelle les premiers secours, oui, et puis surtout, donc les SIAP, c'est-à-dire qu'en fait, grâce à vous, nous avons pu former 3 de nos collaborateurs qui sont aujourd'hui SIAP et qui nous permettent finalement de pouvoir éteindre, si c'est nécessaire, un feu. Profiter de cette tribune que j'ai aujourd'hui pour le relancer à l'ensemble de vos collègues des hôtels de la place de Djibouti et de toutes les entreprises privées pour qu'ils puissent prendre l'initiative conséquent, enrichissant pour votre bien, pour votre personne et pour la protection des gens qui habitent dans votre établissement. Chaque fin de mois, vous fêtez les anniversaires. Pour ceux dont aujourd'hui c'est un anniversaire, je leur souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de santé. Faire l'objet d'une promotion. La réalité étant qu'il y a eu un incendie à la fin de ce mois dernier, si je ne me trompe pas, qui a été bien assaini avant notre arrivée et puis à l'arrivée des pompiers
pour démontrer que les formations que nous souhaitons, que nous faisons ici, pour les agents de sécurité, mais aussi pour l'ensemble de vos personnels qui devaient être faites aussi et continuer à savoir les premiers secours. C'est-à-dire que uniquement pas dans le cadre du travail, mais s'il vous arrive quelque chose chez vous, dans votre propre famille, à l'un de vos enfants, comment secourir? Il ne faudrait pas attendre toujours que les pompiers ne sont pas à 3 h du matin ni à 1 h du soir chez vous, dans votre maison. Donc s'il arrive quelque chose à vos enfants, c'est de faire le premier secours et d'appeler les pompiers. C'est l'appel à la prière, nous nous retrouverons tout juste après. Il a organisé aujourd'hui un atelier sur une école inclusive pour les enfants à besoins spéciaux présentant des troubles neurodéveloppement. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux personnes vulnérables en situation de handicap pour une meilleure inclusion sociale et une économie financée par l'Union européenne et mise en œuvre par le consortium de l'Église protestante évangélique de Djibouti et l'association Sunna Al-Haya. L'atelier a vu la participation des représentants des institutions publiques telles que le ministère de l'Éducation, des experts de la santé et des parents d'élèves. Le thème de l'atelier de ce jour est l'école inclusive au service des enfants à besoins spécifiques présentant des troubles du neurodéveloppement. Alors comme on le sait tous, l'école est le lieu du savoir et c'est le lieu où se joue notre avenir, mais malheureusement certains enfants en sont absents. Cela étant étendu bien évidemment à la peur de leurs parents de les exposer au regard des autres, vu leur différence. C'est parfois aussi la peur de se retrouver dans une école qui n'est pas encore assez accueillante et inclusive. Donc nous savons également que l'école pour tous, sans distinction, est le cheval de bataille du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et qu'aujourd'hui, chaque enfant doit être accueilli dans les meilleures conditions dans nos écoles. Nous nous sommes rendus compte lors de certaines visites sur le terrain d'écoles publiques, préscolaires et de garderies communautaires que de nombreux enfants à besoins spéciaux étaient accueillis avec divers profils de troubles du neurodéveloppement. L'équipe éducative était assez disponible, mais parfois mal outillée pour les accompagner. Donc, nous souhaitons vraiment, pour le coup, essayer de sensibiliser la communauté éducative. Alors, la communauté éducative, c'est les enseignants, les parents, et également certains professionnels de l'éducation, de la santé, pour pouvoir justement dire que ces enfants, ils sont différents, mais ils apprennent différemment. Mais ils sont, on va dire, éducables. Direction le sud du pays où le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, en compagnie du président du conseil régional, Shermak Hassan Alaleh, du directeur général du PCR, s'est rendu à Douboub Alaleh, dans la région d'Ali Sibié, afin d'inspecter l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la route numéro 5 de Douboub Alaleh. Il a noté que les travaux d'avancement conformément au planning établi avec un taux de réalisation de 80%. La délégation conduite par le préfet a effectué une visite des travaux de ces ouvrages après avoir parcouru le long du corridor. Une présentation a été faite à la délégation au sein de la préfecture. Eh bien, rappelons que les ingénieurs de ce projet ont informé la délégation bientôt au mois de novembre prochain. Les travaux seront terminés. Ces travaux de mise en œuvre de la couche de revêtement en béton bitumineux ont effectué sur le premier tronçon du projet de la pose du tapis d'enrobé constitué de phases finales de la mise en œuvre des assises de chaussée et de ces tronçons routiers. Normalement, le projet consiste de 5 km. Au jour d'aujourd'hui, on a finalisé la première phase qui consiste de 2 km et on compte
ouvrir ce tronçon d'ici dans 10 jours. Et il ne reste que justement des petits travaux à réaliser comme l'accotement et la peinture. Et je crois que le début du novembre, la population d'Ali Sébié et les cargos, le flux des cargos entre Djibouti et Éthiopie pourra emprunter cette tronçon. Et pour nous, en tant que société Al Nasri, ça nous fait plaisir. J'espère que le planning a été respecté. J'aimerais aussi remercier les préfets de nous avoir facilité les démarches de travaux durant ces 3 mois que les travaux se déroulaient. J'aimerais aussi remercier la DPCR aussi de nous avoir donné cette confiance en tant que société locale, de participer à ces projets. Eh bien, écoutons les propos du directeur général du DPCR. Aujourd'hui, en présence du préfet de la région d'Ali Sébié et du président du conseil régional de la région d'Ali Sébié pour constater l'état d'avancement du projet de réhabilitation de la RN5, la route entre Doudou Balala et Ali Sébié. Le projet est presque terminé. Ce projet-là a été réalisé sur ce tronçon-là parce que ce tronçon a été sérieusement dégradé du compte tenu du trafic important que l'emprunte. Le projet est finalisé. Donc nous le laissons à la région qui doit maintenant prendre soin de cette route. Eh bien, le préfet de la région d'Ali Sébié, Abdelmalik Mohamed Banoïta, a indiqué que l'état d'avancement des travaux de la réhabilitation de la route numéro 5 d'Oubalale est sur la bonne voie. Nous savons ô combien il est important que cette route soit revue, soit restaurée. Et cette importance, le gouvernement l'accorde et les DPCR s'est attelé sérieusement à prendre des actions adéquates afin que la fréquentation de cette route soit améliorée. Quand je suis venu à Ali Sébié, la première des choses que les personnes qui fréquentent cette route m'ont signalé, c'était cette route. Parce qu'on sait dans quel état il était, même pour nos concitoyens, c'était pénible. On sait combien la route joue un rôle prépondérant dans le développement. Donc je suis convaincu qu'elle va nous permettre aujourd'hui, une fois qu'elle sera finalisée, une fois qu'il ne reste pas grand-chose, ça je suis sûr, par rapport à ce qu'on a vu, mais tous les travaux nécessaires ont été réalisés. Donc à l'heure actuelle, ce qui reste vont être finalisés. Et nous sommes aussi fiers qu'une société djiboutienne réalise ces travaux. Et c'est d'autant plus une autre fierté. Et nous encourageons cette société à continuer dans cette voie. Et dans l'actualité internationale, en bref et en images, 17 camions d'aide ont traversé hier le terminal d'Égypte de Rafah en direction de la bande de Gaza. Bombardé, assiégé par Israël, il s'agit du deuxième convoi destiné au territoire palestinien depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Du carburant a été également acheminé depuis Rafah. Le manque de carburant met en péril le fonctionnement des hôpitaux, en particulier les couveuses de plus de 120 nouveau-nés prématures, a averti l'UNICEF. Samedi après le passage du premier convoi, les 20 camions de l'ONU avaient estimé que sa cargaison n'équivalait que 4% des importations quotidiennes de Gaza avant le début de la guerre et qu'au moins 100 camions par jour seraient nécessaires, soit environ 2,4 millions de Gazaouis pour moitié des enfants privés de tout. Toujours dans l'actualité internationale, dans l'une des régions côtières les plus défavorisées du Royaume-Uni, l'intention se porte à nouveau sur la péniche Bibi-Stockholm, une barge de 3 étapes équipée de 222 chambres affrétées par le gouvernement britannique pour une durée de 18 mois. Jusqu'à présent, seule une quarantaine de migrants ont été accueillis à bord, mais ils ont tous été rapidement relogés en raison de la découverte de légionelles dans le système d'eau de la péniche. Aujourd'hui, le barge est considéré comme une sûre
et est de nouveau en service, bien que son existence suscite des controverses à Portland, dans le Dorset. Demande d'asile en attente est considérable, avec 175 000 personnes attendent d'être prises en charge au Royaume-Uni. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.